Voilà, donc on va entamer donc la seconde méthode. La première méthode, bien sûr, l'énoncé, je vous le représente. Il y a juste une petite chose, je m'étais trompé dans le titre, hein, j'avais marqué formation de l'acétylène. Vous aurez pu remarquer que bon, je mets de la formation de l'acétylène pour étudier la combustion de l'acétylène. Hein. Bon, voilà, voilà la combustion que j'étudie, c'est pas la formation. Ça vous aurez compris, parce que ici, l'énoncé est clair et net. La combustion d'1,3 g d'acétylène gazeux dégage 65 kJ. On est bien en combustion et non pas en formation. C'est-à-dire que, en d'autres termes, l'acétylène est un réactif et non pas un produit. Dans la formation de l'acétylène, il est produit l'acétylène. Mais enfin, il est produit, il est dans le sens réactif produit, il est pris en termes de produit et non pas de réactif. Dans la formation de l'éthylène, de l'acétylène, je m'excuse. Mais dans la combustion de l'acétylène, vous comprendrez que l'acétylène est un réactif. Ouais. Et donc, mais le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, c'est que, bon, on étudie la combustion de l'acétylène, mais on sait euh, de la formation de l'acétylène. Et d'ailleurs, la méthode 2, vous allez la voir, elle est claire et nette. Voilà le X4, qui est la formation de l'acétylène, qui est de 226,73 kJ par mole. Toutes les unités sont en, je vous le dis ici, toutes les unités sont en kJ par mole. Alors, toutes les unités sont en kJ par mole. Alors, donc ça, elle est endothermique, hein, contrairement à la formation du CO2 à partir du carbone graphite, qui est exothermique, et la formation d'H2O liquide, qui est exothermique. Donc, mais la formation de H2 est endothermique. Et ceci, je vais chercher dans les tables, hein, c'est dans mes tables. Bon, vous pouvez voir la méthode numéro 1, où j'ai été chercher ceci. La réaction de combustion, elle est ici, elle a été établie dans la vidéo qui montre la première méthode. Voilà, la première méthode elle est ici. Bon, j'ai même fait un petit programme qui, par l'introduction d'une masse, vous donne bon, l'énergie en kilojoules, mégajoules, gigajoules. Ce qui veut dire que masse et énergie, ou énergie et masse, sont intimement liées de par les lois conservatives voilà, des réactions chimiques. Ben, comme on a une loi conservative de la matière et une loi conservative de voilà, de l'énergie. Ici, l'énergie est essentiellement thermique. Donc, vous voyez qu'il apparaît, je veux dire, une liaison intime entre l'énergie et la chaleur. Bon, la méthode numéro 2 va tout simplement faire intervenir voilà, le cycle de S, pour lequel je prends un H2 plus un demi-O2 donne de H2O liquide. Donc ça, c'est la formation de l'eau. Je pars de la formation de l'eau qui est connue au niveau, bien sûr, de moins 285,85, qui est la valeur énergétique par mole. Bon, de la réaction ici. Hein. De la réaction ici. Donc, ça donne, si vous voulez, l'enthalpie molaire de l'H2O. Ensuite, cette formation-ci va donner l'enthalpie molaire. C'est graphite. Ouais, ici, je me suis trompé. C'est graphite et pas graphite. Du graphite, c'est carbone graphite plus 2O2 donne du CO2. Voilà, et ça, c'est voilà, 226, moins 393,51. Mais si vous voulez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le multiplier par 2. Je multiplie tout par 2. C'est l'équation ici. Cette équation-là, je vous ai dit que je fais un cycle de S. Cette équation x1, mais j'en fais 2x1. Donc, si vous voulez, je fais x2 plus 2x1. x2 plus 2x1. Donc, cette équation-ci n'est autre que la méthode 2 par la méthode 2, S x2 plus 2x1. Voilà. C'est ce que je fais ici. Donc, x2, je vous rappelle que c'est l'eau. L'eau plus 2 fois l'équation de la formation du CO2. Donc, ce qui veut dire au niveau des enthalpies, on a l'enthalpie de l'eau plus 2 fois l'enthalpie, puisque j'ai multiplié l'équation par 2, donc 2x1, eh bien, ça fait moins 700, je ne sais plus combien, moins 787, et j'additionne pour avoir 1072 au total. Et en additionnant, on remarque qu'on a ces 2C graphites provenant de 2x2, de 2x1,
Voilà, 2C graphite, il est là. 2C graphite. Plus H2, mais H2, ça vient de X2, qui est là. X2 là. Voilà. Plus 2 plus 2,5. 2 plus 2,5, ça fait 2,5 O2. Donc plus 2,5 O2. Donne quoi? Mais du 2 CO2. 2 CO2 qui vient de celle-ci. Voilà, 2 CO2. Plus un H2O qui vient de celle-ci. Voilà. Je fais que tout simplement additionner X2 plus 2X1. Donc les enthalpies, ça fait, de cette réaction-là, fait moins 1072,9 au total. Mais 2C graphite plus un H2 n'est tout autre que le C2H2. C'est la formation 2C graphite plus un H2 donne du C2H2 qui lui est endothermique 226,73. Donc je regroupe voilà 2C graphite, c'est la loi de S que j'applique. Ceci, 2C graphite plus H2, ce n'est tout bonnement que du C2H2. Donc du C2H2, 1C2H2 plus ce qui reste ici 2,5 O2 donne 2CO2 plus un H2O. Voilà. Et je vous rappelle que ça fait toujours moins 1279. Moins 1272,9. D'ailleurs, je l'ai marqué là. C2C, CO2 plus un H2O fait toujours 2CO2 plus un H2O fait moins 1272,9. Donc je vais l'enlever parce que ça donne ceci. Voilà. Mais alors ici, ça donne du 1C2H2 plus 2,5 O2. Alors celui-ci, c'est un corps pur simple. Ça vaut 0. Ouais, il vaut 0. Par contre, celui-ci, je viens de vous dire qu'il est endothermique et qu'il vaut 276,3. Donc je vais faire le delta H combustion. Delta H combustion, ben, c'est tout simplement, tout bonnement, moins 279,9, moins 0, corps pur simple O2, moins 226. Vous remarquez qu'ici, c'est la réaction de combustion du, voilà, de comment on appelle ça, de l'éthanol. Hein. C'est ce qu'on retrouve ici. Voilà, grâce à l'eau, pourquoi j'ai fait cette réaction-là? Parce que grâce à l'eau, la formation de l'eau, la réaction de combustion de l'eau, plus 2 fois la réaction de combustion du CO2, de formation du CO2, ben on obtient la réaction C2H2 gazeux plus 5,5 O2. C'est exactement ce que je viens de faire par le cycle de S. Et donc, mais on connaît le C2H2 en formation 226,73. Celui-ci vaut 0. Donc la réaction totale fait moins 70. Enfin, au niveau des produits, c'est moins 72,9. Moins 1072,9. Et ici, on a une composante qui vaut 226,73. Donc je fais les réactifs, les produits moins les réactifs en énergie, moins 1072,9 moins 226, ce qui fait moins 229,6, ce qui fait moins 300, moins 1300. Ce qui fait moins 1300, c'est la réaction de combustion, voilà, delta H combustion C2H2. Voilà. Donc c'est la deuxième méthode, c'est par deuxième méthode on s'est trouvé, si vous voulez, ce moins 1300. Et alors, c'est des kilojoules ici, hein. Voilà, kilojoules. Ce sont des kilojoules. Alors, vous avez vu qu'on peut trouver de deux méthodes, hein, moins 1300 kilojoules, par la méthode numéro 1 qui était établie dans la vidéo précédente. Voilà, la méthode numéro 1 qui donnait moins 1300 kilojoules, l'enthalpie molaire. Ouais, ici, attention que c'est pas... Si c'est kilojoules par mole, pour une mole. Ouais, c'est ça, c'est kilojoules par mole. Donc je me suis trompé ici. C'est kilojoules par mole. C'est pour une mole. C'est une base. C'est l'enthalpie de réaction qui est une base pour... C'est l'enthalpie de réaction de combustion. Donc c'est l'enthalpie de combustion. Voilà. Pour le C2H2. Alors maintenant, voyons voir le C2H2. Approchons-le de façon plus... Voilà. On voit bien la structure tridimensionnelle. Voilà. L'acétylène, appelée éthine par la nomenclature, est un composé chimique hydrocarbure de la classe des alcynes. J'avais expliqué ça dans la première vidéo. De formule brute C2H2, je l'ai expliqué. Il a été découvert par Edmund Davy en Angleterre en 1836. Donc ça date quand même de très très longtemps. C'est l'alcyne le plus simple, constitué de 2 atomes de carbone
et de 2 hydrogènes. Je m'excuse. Les 2 atomes de carbone sont reliés par une triple liaison qui contient la majorité de son énergie chimique. C'est normal parce qu'il y a 3 liaisons. Sa structure, voilà, la voici. CH, c'est symétrique. Voilà, Berthelot en 1862 fut le premier à synthétiser l'acétylène dans un appareil surnommé œuf de Berthelot par la production d'un arc voltaïque entre 2 électrodes de graphite. Donc ici le carbone, ici c'est du carbone graphite. Hein. Celui-ci. Et d'ailleurs c'est la forme. Celui-ci donne bien, c'est la formation qui donne l'enthalpie 226. Voilà. Je vais vous montrer, c'est la formation 2C graphite plus 2 O2 donne du C2. Non, c'est pas celui-ci, je m'excuse. Je remonte plus haut, je m'excuse. C'est celui-ci, c'est l'X4. Formation du C2H2. 2C graphite plus 1 H2 donne, bien sûr, solide pour le carbone, graphite, et l'H2 gazeux va donner du 1CH2 gazeux. Et ça donne une réaction endothermique. Ne pas confondre avec la réaction de combustion où le C2H2 est un réactif. Alors que là, c'est la formation du C2H2. Pas confondre, c'est ce que j'avais fait comme erreur dans le titre. J'ai rectifié ici par rapport à la première vidéo. D'ailleurs, je l'ai mis en erratum dans la vidéo précédente. C'est pas la formation de l'acétylène, parce que bon, c'est la réaction de combustion de l'acétylène. Bon, en m'aidant, bien sûr, dans la méthode numéro 2 de la formation de l'acétylène. Parce que je me suis aidé de... j'ai converti 2C graphite plus un H2 provenant de X2 plus 2X1, c'est-à-dire la forme, par le cycle de S, la réaction de la formation de l'eau, plus 2 fois la réaction de la formation du CO2. Voilà, voilà. Mais grâce à ça, j'ai obtenu la réaction de combustion de l'acétylène. Et ça m'a permis de trouver, voilà, 1300, ici la valeur de 1300, qui est delta H, combustion, réaction de combustion de C2H2. Voilà, et donc ça c'est du carbone graphite. Et de toute façon, il utilise des électrodes en carbone graphite. Et c'est pour ça, d'où la réaction ici. Mais le carbone est graphite. Et ça donne 226 kJ par mol. Voilà, en énergie. Voilà. Alors, baignant dans une atmosphère d'hydrogène, l'hydrogène ici, il est gazeux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le C2H2 sera gazeux aussi. Et le carbone ici, il est solide, bien sûr. Les électrodes sont solides. L'acétylène est un gaz incolore, pratiquement inodore. Voilà. Quand il est pur, mais on lui attribue généralement une odeur d'ail caractéristique qui provient des impuretés, notamment la phosphine, lorsqu'il est produit à partir du carbure de calcium. Donc, par après, je verrai la réaction, bien sûr, elle peut être produite à partir de beaucoup d'éléments, hein, notamment le carbure de calcium. Et à ce moment-là, si il est produit à partir de carbure de calcium, à ce moment-là, il y a une odeur caractéristique de phosphine. Enfin, d'impureté. Alors, l'acétylène est extrêmement inflammable aux conditions CNTP, c'est-à-dire aux conditions de température et de pression. Il est endo-énergétique, effectivement, il est endothermique. Par rapport à l'hydrogène et au carbone, c'est normal parce qu'il fait 226.3, ben il est là. Ici, c'est 226.73. Moi, je ne sais pas ce que j'ai marqué. 226.73. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Hein. 226.73. C'est ce que j'ai noté. Hein. C'est 2H2, c'est 226.73. Donc, jusqu'à présent. Donc, endothermique parce que le delta H est positif. Attention au delta H positif pour la formation du C2H2. Parce que pour l'enthalpie de combustion, il vaut moins 1300. La combustion est toujours exothermique. Donc, quand vous faites réagir du C2H2 avec de l'oxygène, vous allez avoir la réaction de combustion qui va donner. Bon, elle est là, hein, je vous l'ai donnée ici. C'est 2C graphite plus un H2 donne 2,5 O2. Voilà, ça va donner 2 CO2 plus un H2O. 2 CO2 plus un H2O. Voilà. Et ça, c'est la réaction de combustion.
c'est la réaction de combustion. Ne pas confondre les enthalpies de formation, parce que les enthalpies de formation, si je regarde les enthalpies de formation, les réactions sont comment? On a des corps simples ici. Tout d'abord, on a des corps simples en réactif. Voilà, on retrouve même C2H2 qui est... je sais pas ce que je l'ai mis. Il est là. L'acétylène. On a tous des corps simples pour donner un corps composé. Voilà, on a des corps purs simples en réactif et on n'a qu'un composé, un seul composé en produit, qui est un corps composé, un corps pur composé. Il n'est pas mélangé. Il n'y a pas une deuxième substance. Par contre, dans les réactions dans les réactions de combustion, mais là on a deux corps. Hein. Là il s'est mélangé, on a du CO2 plus de l'eau. Du CO2 plus de l'eau. Donc ça, c'est pas une réaction de formation, mais une réaction de combustion. Parce que les réactions de formation, non, ce sont des corps purs qui sont déjà. Mais ici, c'est quand même des corps purs qu'on a ici, d'accord? Ouais, on a une condition, mais on n'a pas la seconde qui est, on n'obtient pas deux corps mélangés, mais un corps pur simple. Donc on a ici une réaction de combustion et non pas une réaction de formation. Mais on passe par la réaction, les réactions de formation du CO2 et de l'H2O par une équation, bien sûr, du cycle de SX2 plus 2X1 pour avoir la réaction de combustion de l'acétylène. Donc on combine des réactions de formation, donc de l'eau et du dioxyde de carbone, pour obtenir la réaction de combustion de C2H2, qui n'est pas une réaction de formation, mais on passe par deux réactions de formation. Voilà. Et puis après on synthétise, bien sûr, C2H2 qui donne C2H2, et là j'exploite ces deux informations-là pour aller chercher l'enthalpie de formation du C2H2. En combinant ces deux-ci, je les reforme pour former le C2H2 et aller chercher son enthalpie de formation du C2H2 qui est 226,73. Voilà. Donc l'enthalpie de combustion fait moins 1300, mais parmi elles, on a l'enthalpie de CO2 des deux formations, c'est O2, mais avec leur mole, c'est 2x1, c'est 2 moles de CO2 et une mole de H2O. Donc on a moins 1270, moins 1072 en combinant le CO2 et l'H2O. Voilà. Mais de l'autre côté, on a la formation. Ça, c'est une combinaison une combinaison linéaire, voilà, d'enthalpie de formation, CO2 et H2O. Et là, j'ai l'enthalpie de formation du C2H2. Donc je peux trouver, bien sûr, comme on a O2, on laisse tomber parce que c'est un corps simple, c'est une molécule pure simple, ça vaut 0 dans ce type de réaction en enthalpie. Les prises comme étant 0. Si vous allez regarder dans les tables d'enthalpie de formation de l'O2, ça vaudra 0, puisque c'est un corps pur simple. Vous allez voir dans les tables de l'université de Mans, ça vaut 0. Et même dans mes tables, hein, je peux vous montrer que dans mes tables, ça fait 0. Je vais chercher l'O2. Voilà, l'O2, il est là. O2, vous voyez, corps pur simple H2, ça fait 0. Alors c'est O2 gazeux, bien sûr, H2 gazeux, et O2 gazeux sont des corps purs simples, gazeux, bien sûr, qui vont donner 0. Voilà. Parfois même des corps liquides donnent 0. Hein. Bon, il n'y a pas que les corps gazeux qui donnent 0. Il peut y avoir des corps liquides simples qui donnent 0. Voilà. Alors, donc ce que je vous disais, c'est que l'acétylène est extrêmement inflammable. Aux conditions normales de température, de pression, il est énergétique. Je viens de vous dire, de 226, c'est positif, donc c'est endothermique. Par rapport au carbone et à l'hydrogène, bah oui, c'est la réaction 2C plus H2 qui donne l'enthalpie de formation C2H2 qui donne voilà, 226,73. Il peut se décomposer spontanément de façon explosive lorsque la pression est supérieure à 100 kPa et jusqu'à quelques bars où cette décomposition spontanée se produit immanquablement. C'est pour cette raison qu'il est stocké et dissous dans l'acétone ou, si vous voulez, dans le diméthylformamide. Voilà, donc il est stocké pour éviter, bon, bien sûr, quand il a une certaine pression, hein. Là il vous le dit, 100 kPa. Quand la pression est supérieure à 100 kPa, c'est là qu'il devient dangereux. À ce moment-là, on met dans l'acétone ou du diméthylformamide pour éviter, je veux dire,
Et eux-mêmes, l'acétone et le diméthylformamide sont inclus dans une matière poreuse stabilisatrice. Donc en fait, il y a voilà, quelque chose de sécurisé à l'intérieur pour éviter toute explosion de l'acétylène. Alors, l'utilisation des applications de l'acétylène, la forte teneur en carbone donne une flamme très éclairante, utilisée par exemple dans les lampes à acétylène, qu'on appelle cale-bombe, des mineurs ou des spéléologues. Voilà, ils utilisent des lampes à, les mineurs ou spéléologues utilisent des lampes à acétylène, à forte teneur en carbone. La haute chaleur de combustion de l'acétylène permet d'atteindre de hautes températures, 3200 degrés. Alors, voilà, 3200 degrés, dans l'oxygène pur, hein, ce qui en fait un candidat idéal comme combustible pour la soudure. Une des particularités de la combustion de l'acétylène est sa combustion en deux temps, elle se fait en deux temps. L'acétylène réagit en premier avec l'oxygène pour donner un monoxyde de carbone, c'est-à-dire du CO, et de l'hydrogène, H2. Puis, à ce moment-là, ces produits réagissent dans un second temps pour former du dioxyde de carbone, c'est-à-dire du CO2 et de l'eau. Donc, elle se passe en deux phases, en passant par une phase qui va créer du monoxyde de carbone qui est extrêmement dangereux. Voilà. Le monoxyde de carbone et l'hydrogène sont des gaz réducteurs, voilà, ce qui en fait des réactifs appréciés en soudure. Voilà, donc ce sont des réducteurs. Hein. Donc, pourquoi? Parce que on va souder des éléments métalliques et ça va réduire les éléments métalliques, c'est surtout ça. Bon, le monoxyde de carbone et l'hydrogène sont des gaz réducteurs, ce qui en fait des réactifs appréciés en soudure de l'acier pour réduire les oxydes de fer. Oui, c'est pour réduire les oxydes de fer, issus de la réaction entre le fer et l'oxygène. Voilà. À haute température, bien sûr, permettant ainsi une meilleure homogénéisation de la soudure et donc une meilleure qualité de cette dernière. La soudure à l'acétylène permet l'assemblage de métaux variés. On peut assembler des acides, l'inox, de l'alliage de cuivre, mais aussi, sous certaines conditions, de l'aluminium allié au silicium. Donc, ça permet de souder, d'assembler, si vous voulez, par soudure, différents composés entre eux. Composés entre eux. Les matières ne sont pas forcément homogènes. Hein. Ils peuvent être, les matières d'assemblée peuvent être hétérogènes. L'acétylène est également utilisé comme combustible dans des appareils d'analyse. En effet, en spectrométrie d'absorption atomique SAA, là où on mesure des masses, si vous voulez, ils utilisent l'acétylène associé à différents comburants comme l'air, l'oxygène pur et le protoxyde d'azote. Il permet l'ionisation d'éléments typiquement alcalino-terreux et d'en déterminer la concentration grâce à la loi de Beer-Lambert. Voilà, c'est pour mesurer des concentrations. Grâce à la spectroscopie d'absorption atomique SAA qui utilise donc, si vous voulez, l'acétylène comme combustible. Et il n'est pas utilisé tout seul, hein, parce que comme je vous ai dit, il y a différents comburants. Hein. Il y a l'air, l'oxygène, même de l'oxygène pur, je dirais même, voilà, et du protoxyde d'azote. Voilà, et là on peut utiliser, grâce à la loi de Beer-Lambert, la concentration d'un échantillon donné. Alors l'acétylène est aussi utilisé dans les chalumeaux oxycoupeurs, ça c'est pour faire des coupures de métaux. Hein. Voilà, on peut couper comme il apporte une grosse chaleur, on peut couper des grosses tôles. Voilà. Cependant, le propane lui est préféré car moins coûteux. Mais pour les découpes de forte épaisseur, l'acétylène est indispensable pour chauffer suffisamment l'acier et initier l'oxycoupage sur une largeur faible. Donc voilà, on peut couper, si vous voulez, des métaux, je veux dire en apportant une très grande chaleur. Parfois ça. Il y a différentes méthodes d'oxycoupage, hein, il n'y a pas que l'acétylène. Hein. Vous allez voir sur internet les méthodes d'oxycoupage. Mais faire très attention à l'oxycoupage. Hein. Faut faire très attention. Voilà. Alors, donc on peut couper des grosses tôles si vous voulez, c'est ça. Ouais, pourquoi? Parce que en mécanique, on peut assembler par visserie, voilà, par rivetage, par différentes méthodes. Hein. On peut assembler des composants, on peut les assembler par collage, etc., etc. La colle, les rivets, on peut mettre des rivets, de la colle, voilà, des silicones, on peut mettre des assemblages par vis, des assemblages par tenons et mortaise. Voilà, les assemblages, c'est pas ce qui manque, mais on peut assembler aussi par soudure.
si vous faites des tissus, on peut assembler du tissu par des fils. Hein. Voilà, on peut, voilà. L'assemblage, c'est toute une théorie. Bon, on peut assembler des éléments hétérogènes, tissu avec tissu, voilà, tissu avec bois. Bon, et là, bon, mais il y a même des artistes qui pensent, enfin, qui font des travaux d'art artistique, bon, et voilà, qui assemblent différents matériaux et qui en font des œuvres d'art. Ouais, donc ils peuvent souder, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, un artiste peut faire tout ce qu'il veut. Hein. Il peut souder, il peut boulonner, voilà, il peut coudre, il peut voilà, coller, voilà, il peut faire tout ce qu'il veut. Voilà. Parce que la mécanique, ce n'est pas forcément pour animer pour la construction, elle peut être utilisée en tant qu'art. Hein. Si vous prenez par exemple le pont qui a été fait par je ne sais plus qui sur l'autoroute, je ne sais plus quelle autoroute, voilà, ça a été fait par un artiste. Et de nombreux éléments qui sont des éléments métalliques de fort tonnage sont, je ne sais plus comment il s'appelle, je sais plus, Bernard, je ne sais plus comment son nom, mais c'est un artiste qui modèle, je veux dire, voilà, les architectures extérieures au travers bon, voilà, de la métallurgie. Il met des grandes poutres, voilà, il en fait des ponts, on l'appelle pour faire des ponts d'une manière artistique. Voilà, il met voilà, ce sont des grandes poutres qui mesurent je ne sais pas combien de tonnes, qui sont assemblées à sa façon. Et c'est lui, du point de vue artistique, qui façonne, je veux dire, voilà, le modèle, son modèle. Il a un modèle, il étudie un modèle et il tente d'arriver à ce modèle-là en utilisant voilà, des poutres de gros tonnage, etc., etc. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des usines sidérurgiques qui l'aident à faire ses travaux voilà, artistiques qui sont hors normes. Voilà. Donc, vous voyez que les assemblages, c'est pas uniquement pour, pourrait-on croire, pour la construction ou pour, voilà, pour construire quelque chose. Non, ça peut être utilisé uniquement pour l'art. Hein. Voilà, voilà donc on peut assembler, mais on peut découper aussi. Parfois, on désire assembler des matériaux, mais parfois on désire, si vous voulez, les séparer. On ne veut pas toujours qu'ils soient toujours en... Donc là, à ce moment-là, si c'est des grosses tôles, bon, on va utiliser, par exemple, voilà, l'oxypoupage. C'est d'amener une certaine énergie et voilà, de faire fondre ce qui est juste sur une zone déterminée, et pas faire fondre tout le métal, voilà, faire fondre, on fait pas fondre, voilà, tout solide, hein. Si c'est un solide, voilà, on fait pas de fonte toute solide. Hein, enfin, oui, c'est un solide, c'est absolument insolide, mais on fait pas fondre toute solide, on fait fondre que la partie où on veut faire, faire fondre, c'est-à-dire là on veut découper. Donc c'est une fusion, si vous voulez, qui est, je veux dire, précise, fusion précise, mais une fusion qui est limitée. Limitée sur une ligne où on veut découper, par exemple. Voilà. Voilà. Alors, la réaction de l'acétylène avec l'acide chlorhydrique est une manière de produire du chlorure de vinyle. Voilà. Chlorure de vinyle, monomère du polychlorure de vinyle. Donc, on crée du... vous voyez que ce qu'on crée, hein, le vinyle, vous voyez la réaction ici, voilà, avec l'acide chlorhydrique. Vous mettez donc du C2H2 avec de l'HCl, vous avez un vinyle. Et avec ce vinyle, vous faites un polymère qui est le polychlorure de vinyle. Voilà. Alors, les propriétés chimiques de l'acétylène expliquent en grande partie par la présence dans sa molécule d'une triple liaison résultant de la superposition d'une liaison simple S provenant de la fusion de deux orbitales sp et de deux liaisons p résultant de la fusion de deux orbitales 2p. Cette liaison de longueur 0,24 nanomètres est caractérisée par une énergie de 800 kJ et moins stable que les liaisons simples 614 kJ et double 347,3 kJ et par conséquent plus réactif. Donc, les réactions de l'acétylène. Bon, l'acétylène et les monoalkyles acétylènes sont les seuls hydrocarbures qui ont un hydrogène ayant un caractère acide. Donc l'acétylène et les monoalkyles acétylènes sont les seuls hydrocarbures qui ont un hydrogène ayant un caractère acide et qui peut être échangé par un métal. Et là, on voit bien qu'on a le Na, le sodium, qui est échangé, bien sûr, en présence de NH3, voilà, qui va réagir, qui va donner du HCCNNA, plus, bien sûr,
de l'hydrogène. Alors certains acétylénures comme Ag+, C- et C-Ag+, sont détonnants au choc. Voilà, ça c'est les propriétés. Hein, c'est les propriétés. Voilà. L'acétylène réagit avec l'acide cyanhydrique, HCN, hein, pour former de l'acrylonitrile, l'acrylonitrile, monomère de l'acrylonitrile-butadiène styrène ABS et du styrène acrylonitrile SAN. Voilà, donc on obtient des composés, je veux dire, voilà, qui ressemblent à des mousses. Ce sont des mousses. Voilà, on a des mousses. Quand je dis mousse, ça ressemble à, si vous voulez, comment on appelle ça, la frigolite. Voilà. Alors, l'acétylène donne le benzène par polymérisation sous l'action de la chaleur. On peut avoir du benzène avec l'acétylène. Par dimérisation, en présence de catalyseur, on obtient du vinylacétylène auquel on ajoute du chlorure d'hydrogène pour obtenir du chloroprène, monomère du polychloroprène ou néoprène. Voilà, ça, on obtient, grâce à ça, pas mal de produits chimiques spécifiques. Voilà, du néoprène, de l'acrylonitrile. Voilà, on peut obtenir, voilà, associé à de l'HCl, on a du vinyle, du chlorure de vinyle. Voilà, on obtient pas mal de produits, je veux dire, des produits chimiques grâce à l'acétylène. Alors, l'acétylène n'existe pas à l'état naturel. D'autres alcynes existent ponctuellement dans les hydrocarbures. Les principales méthodes industrielles pour produire l'acétylène sont les méthodes carbochimiques, la combustion partielle du méthane et la déshydrogénation des alcanes. Alors, la méthode carbochimique, on utilise comme matière première le calcaire et le coke. Ça, c'est ce que je vous disais au départ. Hein. Je vous rappelle ici, il vous parlait de carbure, je ne sais pas c'était où. À partir de carbure, voilà. Voilà, ici, vous disiez que ça dégage une forte odeur d'ail, caractéristique qui provient des impuretés, notamment la phosphine, lorsqu'il est produit à partir de carbure de calcium. Eh bien, le voilà. Voilà, voilà. Méthode carbochimique à partir de carbure de calcium. Bon, alors comment ça se passe? On utilise comme matière première le calcaire, bon, c'est voilà, le carbonate de calcium, hein, calcaire, voilà, et le coke du charbon de bois, attention, et le coke ou du charbon de bois, je m'excuse, et le coke, donc calcaire et coke, ou calcaire et charbon de bois. Dans un four à haute température, ça on a bien compris. Les chimies, les fours, c'est pas ça qui manque, hein, il y a des milliers de fours, hein, enfin, milliers de fours qui ont existé en tout cas. Voilà, on pourrait faire un bouquin rien qu'uniquement sur les fours, tellement il existe de fours spécifiques. Alors, 1700 degrés minimum, hein, ici c'est un minimum 1700, chauffé par un courant électrique passant dans le milieu réactionnel en fusion. Il se produit du carbure, donc on fait passer un courant hein, voilà, dans le four, enfin passer un courant électrique. Alors, il se produit du carbure de calcium, qui est CaC2 bien sûr. Selon les réactions, on a ceci, donc carbonate de calcium va donner du CaO, qui est l'oxyde de calcium, monoxyde de calcium, plus du dioxyde de carbone. Voilà, ça c'est la première étape. Et le CaO va réagir avec du carbone, hein, suivant la réaction qui est là, avec plus 108 300 calories, va donner du CaC2, carbure de calcium, plus du monoxyde de carbone. Alors chez l'utilisateur, le carbure réagit avec l'eau pour produire l'acétylène. Et voilà comment on a l'acétylène. Parce que le carbure de calcium CaC2 plus l'eau va donner l'acétylène, plus bien sûr du CaOH qui est l'hydroxyde de calcium, avec une, voilà, plus 31 000 calories. Une énergie de 31 000 calories. Bon. Alors, maintenant, ça c'est la méthode carbochimique, ce qu'on appelle la méthode carbochimique. Il existe une combustion partielle du méthane qui va donner du C2H2. Eh bien, par exemple, si je prends du CH4 en présence d'oxygène, ben, ça va donner du C2H2 plus du CO et 5H2O. Donc, c'est-à-dire que c'est une combustion partielle. La preuve en est qu'on a bien de l'oxygène ici, avec du carbone qui est provenant du CH4, mais on a, comme on a une combustion partielle, on a du CO qui va apparaître. Et bien sûr,
de l'H2O, mais comme on a une combustion partielle, ben, ça va donner un produit partiel qui est du C2H2, qui est, voilà, à partir du CH4, on peut avoir du combustion partielle, qui est apparemment une combustion ménager. Hein. Donc, du méthane, on peut obtenir de l'acétylène, à partir de méthane. Mais pour ça, il faut qu'on ait une combustion ménager, une combustion partielle du méthane. Alors, une autre méthode pour obtenir du métal, c'est ce qu'on appelle la déshydrogénation des alcanes. Bon, ça, c'est qu'on retire des hydrogènes. Hein, c'est ça. Bon, par exemple, les alcanes les plus lourds du pétrole et du gaz naturel sont craqués en molécules, bien sûr, dans une. Voilà, c'est ce qu'on appelle le cracking. Hein, voilà, dans une installation spécifique. Hein, voilà, sont craqués en molécules plus légères qui sont déshydrogénées à haute température. Voilà, c'est un appel un four de cracking. Four de cracking. Et on obtient comme ça, par exemple, si on prend du C2H6, ben, on va le craquer, c'est-à-dire on va en enlever des hydrogènes pour obtenir le C2H2 qui est l'acétylène. Voilà. Alors ça c'est une chose. Bon, maintenant, au niveau des enthalpies standards, si je reviens à l'exercice ici, formation, c'est pas formation de l'éthylène, hein, je vous le dis tout de suite, c'est combustion de l'éthylène. Je m'excuse pas de l'éthylène. C'est pas formation de l'acétylène, mais combustion de l'acétylène. Hein. Il y a une erreur aussi dans le voilà l'intitulé ici qui n'est pas bon. Je m'étais déjà trompé ici dans l'intitulé du dessus et de la feuille. La feuille, je l'ai intitulé formation de l'acétylène, mais voilà, en fait c'est combustion de l'acétylène. Alors je vous avais dit ici que bon, la deuxième méthode utilisait bon une composition par la loi de S. Et on voyait que le corps pur simple ici donnait 0. Et on partait d'une composition des enthalpies par voilà, les enthalpies de formation. Alors, l'enthalpie d'un corps pur ne peut être calculée de façon absolue, car elle dépend de l'énergie interne, delta U, qui n'est pas calculable. Hein. H est égal à U plus PV. Néanmoins, des tables d'enthalpie molaire standard ont été établies afin de pouvoir calculer rapidement une enthalpie standard de réaction à partir des valeurs de ces enthalpies molaires. Voilà. Donc on a des tables, hein, je vous les ai déjà montré plusieurs fois. Moi je commence à avoir des bribes de tables, mais il existe pas mal de tables, hein, notamment des enthalpies molaires. Les enthalpies molaires, ben, vous les avez ici. Voilà, ça, on a la masse, ici il donne la masse molaire et l'enthalpie molaire, bien sûr pour une mole, en kilojoules par mole. Il donne même l'entropie en joules par mole et par Kelvin. Bien sûr aux conditions standards de 298 Kelvin, d'ailleurs c'est pour ça que voilà, et ça vous avez voilà, toutes les valeurs ici. Mais ils n'ont pas mis le C2H2. Enfin, toutes les valeurs, c'est quelques valeurs. Hein. Voilà. Ils n'ont pas mis le C2H2. Quelques. Ils en ont mis quelques. Hein. Bon, on peut prendre cette table-là pour faire quelques exercices. Pour autant qu'elles sont dans cette table-là, parce que bon, c'est pas une table qui est. Il y en a très peu ici. Hein. Voilà. Alors euh, on a une échelle arbitraire d'enthalpie molaire en définition un zéro arbitraire d'enthalpie. Voilà. C'est pour éviter cet inconvénient qui a été défini l'enthalpie standard de formation. Euh, voilà, delta. Alors ça c'est l'enthalpie, pas confondre l'enthalpie standard de réaction. Voilà, et l'enthalpie standard de formation. Bon, et l'enthalpie, voilà, pas confondre delta RHT, qui est la somme des nu I, qui sont les voilà, nu I, HIT. Donc, nu, vous aurez compris que c'est voilà, la masse molaire. C'est le nombre de moles, je m'excuse, c'est le nombre de moles, c'est pas la masse molaire. C'est le nombre de moles fois
l'enthalpie voilà, de I. L'enthalpie de I, donc on fait une somme, mais le problème c'est qu'on ne sait pas mesurer le H. Hein. Le H, on ne sait pas le calculer. Hein. On sait mesurer delta H, mais pas le H. Alors, on sait mesurer le H, mais pas le delta H. Alors, pas confondre l'enthalpie standard de réaction et l'enthalpie standard de formation. L'enthalpie standard de formation à la température T d'un composé donné, c'est delta H F formation T à la température T. Voilà, qui est de 298,15 ici. Hein. Si vous mettez un degré, c'est 298,15. Et la différence d'enthalpie met en jeu de la formation d'une mole de ce composé à partir de corps simples purs pris dans l'état standard et stable à la température considérée T. Bon, maintenant, voilà, elle correspond à l'enthalpie standard de réaction T fois delta R HT. C'est pour ça qu'ils vous disent de ne pas confondre l'enthalpie standard de réaction et l'enthalpie standard de formation. Parce que là, il y a un. Voilà. Ils vous disent de pas. Voilà. Elle correspond à l'enthalpie standard de réaction à la température T. On a delta R HT. Voilà. De la réaction voilà, de formation du corps pur, composé à partir des corps purs simples, correspondant stable dans l'état standard à la température T 293,15. Par exemple, ici, vous prenez un exemple. L'exemple, l'enthalpie standard de formation à la température T de CO2, mais c'est C plus O2 donne CO2, voilà, et ça donne delta HFT de CO2 gaz. Ce qui vous donne, je ne sais plus combien, la valeur. Alors ici, il vous dit bien que les corps simples, ça vaut 0. Pour autant qu'ils soient stables. Hein. Alors delta HFT du graphite, il vaut 0. Si le graphite est stable, ils vous le disent d'ailleurs, à la température choisie T, en revanche, l'enthalpie de formation du carbone-diamant métastable est différente de 0 puisqu'elle correspond à la réaction de formation du diamant à partir de corps simples stables dans des conditions standards. C'est-à-dire le graphite. Donc ce qui veut dire que là, delta H, C graphite, il vaudra 0, mais si vous prenez le diamant, ça ne vaudra pas 0. Bien que c'est un corps simple. Hein. C'est normal parce qu'il y en a un qui est stable et l'autre, il n'est pas stable. Il provient déjà d'un corps stable qui serait le graphite, mais voilà. C'est pour ça que vous trouverez, c'est ce que j'ai toujours dit, vous trouverez dans les tables des valeurs qui sont nulles pour les, voilà, delta HF formation, pour les corps purs qui sont purs, simples. Voilà, par exemple, O2, H2, etc. vaudront 0, mais certains ne vaudront pas 0. Il y a des exceptions parce qu'en fait, ils sont considérés dans les tables comme étant pas stables. Alors, delta HFT de O2 vaut 0 si le dioxygène est stable à la température T. Delta H, d'ailleurs, dans mon exercice, je l'ai considéré comme 0, valent 0. Hein. Voilà, je l'ai considéré comme valant 0, mais je vous ai dit qu'il était stable. Voilà, il était stable. Voilà. Le CO2, il est là. C'est, je l'ai au-dessus. Moins 393,51, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Voilà, là il est différent de 0, le CO2, je viens de vous le dire, moins 300 je ne sais pas combien, car le dioxyde de carbone est un corps composé pur. Donc quand il est un corps simple, il vaudra 0, s'il est stable, et différent de 0 s'il n'est pas stable. Voilà. Maintenant, il sera différent de 0 si c'est un corps composé. Voilà. Voilà, ici, là, on a une référence. C'est ce qu'il faut. Parce que c'est les références qui comptent. Les enthalpies standards de formation et entropies standards ici, qui sont données dans le tableau ici, sont tirées des tables publiées par la JANAF, ainsi que Ribot et Manson, ministère de l'Air, 1961. Attention, en toute rigueur, ces enthalpies de formation ne sont plus standards, car elles ne sont pas données à un bar, 10 exposant 5 Pascal, mais à une atmosphère et
voilà. Voilà. Le standard, c'est quoi? Le standard, normalement, c'est 1 bar. Le standard, c'est 1 bar. Mais la plupart des tables sont données à 1 atmosphère, c'est-à-dire sur 1325 pascal. Mais la différence n'est pas grande. Hein. Je vous ai toujours dit, entre 100 000 et 101 325, il n'y a pas de grande différence. Mais non, néanmoins, dans la plupart des tables, elles sont données en atmosphère. Hein. Voilà, mais vous pouvez vous fier à cette table-là, il n'y a pas de problème. La plupart des calculs se font sur base d'un atmosphère et non pas d'un bar. Mais malgré tout, on considère que c'est quand même standard. Hein. C'est pas parce qu'ils vous disent ici que ce n'est plus donné dans les conditions standards. Mais pour moi, ça reste du standard modifié légèrement. C'est tout. Voilà. Néanmoins, eh ben, ils vous le disent ici, néanmoins, étant donné la variation, étant donné la variation minime de pression, les valeurs reportées dans ce tableau sont proches des valeurs réelles en première approximation. Voilà, il vous dit que c'est bon. Il vous dit que c'est bon, malgré que ça a été pris à une atmosphère. Il vous dit que c'est bon parce qu'entre 100 000 et 101 325 pascal, bon, la différence n'est pas grande. Hein. Il n'y a que 1000. Il n'y a que 1000. Donc, je veux dire, voilà. Donc ça, c'est l'enthalpie de formation. Hein. C'est l'enthalpie de formation d'une mole de CO2. Voilà. À ne pas confondre avec l'enthalpie de réaction. Il y a une distinction entre enthalpie de réaction et enthalpie de formation. Et ma vidéo, j'ai bien fait la différence. Hein. J'ai bien fait dans la vidéo ici, concernant l'exercice ici. Ben, là, on a l'enthalpie de formation. Ici, on a une enthalpie de formation. Ça, c'est une enthalpie de formation. On a bien des corps purs simples ici. On a un corps composé ici. Un corps pur composé ici. Provenant de corps purs simples. Voilà. On détermine dans les tables leur valeur d'enthalpie de formation de chacune des molécules, d'une mole de molécules CO2, H2O et H2, C2H2. Elle est soit endothermique ou exothermique. Mais ici, justement, dans l'exercice, on a delta H combustion, qui est une réaction. Hein. Moins 1300, c'est delta H non plus. C'est une delta H réaction ici. Voilà, parce qu'elle provient d'une réaction de combustion. Elle provient d'une réaction de combustion. Voilà, elle est là. Ça, c'est delta H réaction ou delta H combustion, parce que c'est une réaction de combustion. Voilà. Et donc, il a fallu faire un tour de passe-passe pour trouver, par la méthode numéro 2, l'enthalpie de combustion à travers des enthalpies de formation. Et la deuxième méthode, c'était exactement ça. Hein. C'est ce que j'ai fait ici. Voilà, je vous remercie beaucoup.